Vous écoutez Crime Story, les disparus de Mirepoix, 2e et dernier épisode. Le jeudi 30 novembre 2017, Christophe Orsaz, 46 ans, et sa fille Célia, 18 ans, sont aperçus pour la dernière fois dans une station-service de Lavelanet, en Ariège. Après ça, le père et la fille disparaissent. Le soir même, leur voiture, un Kangoo blanc, est retrouvée carbonisée dans la forêt de Picocel, à environ 20 km de la station-service. De nombreux gendarmes sont mobilisés et cherchent pendant des mois à retrouver la trace de Christophe et Célia Orsaz. Sans succès. En juin 2018, près de 6 mois après leur disparition, on apprend que 2 personnes ont été placées en garde à vue. La première est une femme, une infirmière libérale de 57 ans, qui vit à Lavelanet, là où ont été vus pour la dernière fois Christophe et Célia. Le second est un homme, un mécanicien de 48 ans, qui vit lui à Bélestat, juste à côté, à une dizaine de kilomètres. Marie-Josée et Jean-Paul sont interpellés le lundi 11 juin 2018 au matin par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse. Les enquêteurs les soupçonnent d'être impliqués dans l'affaire des disparus de Mirepoix. Ou en tout cas, ils pensent qu'ils sont à minima des témoins importants. Ces intuitions sont fondées par l'enquête, très discrète, qu'ont menée pendant 6 mois les gendarmes et le pôle criminel de l'instruction de Toulouse. Ils sont arrivés à la conclusion que ce père, présenté comme fragile, et sa fille n'ont pas disparu volontairement, mais sont plutôt tombés dans un sordide traquenard. Natif de Bourgoin-Jallieu, en Isère, Christophe Orsaz était venu en Ariège en 2012, par amour pour Marie-Josée, l'infirmière. Il s'était installé à Mirepoix. Mais l'idylle avait tourné court. Avant sa disparition, la victime et Marie-Josée entretenaient des relations plutôt délétères, chacun ayant porté plainte contre l'autre. En 2017, Christophe en avait déposé 3 pour harcèlement, toutes classées sans suite. Si par le passé les amants s'étaient séparés et remis en couple plusieurs fois, il était clair qu'au moment de la disparition de Christophe, ils n'étaient plus ensemble. Les investigations ont permis d'établir que le jeudi 30 novembre, Christophe Orsaz a reçu plusieurs appels d'un téléphone rechargeable prépayé. Il a notamment reçu un appel juste avant qu'il ne quitte sa maison de Mirepoix avec Célia. On sait par ailleurs qu'il souhaitait honorer un rendez-vous professionnel avant de déposer sa fille à la gare afin qu'elle rentre à Toulouse. Les enquêteurs se sont intéressés à la relation que Christophe Orsaz, père célibataire qui avait mal vécu son divorce, a entretenue avec Marie-Josée. Une relation si tumultueuse qu'une fois terminée, cette dernière s'est fait un devoir de démolir la réputation du jardinier. Marie-Josée a fait le tour des employeurs de Christophe dans la région et elle leur a dressé un tableau apocalyptique de son ancien amant. Les gendarmes ont pu recueillir à ce sujet les confidences d'un médecin biologiste de la région. C'est le fils d'une vieille dame qui employait Christophe comme jardinier. Il se souvient très bien de sa première rencontre avec Marie-Josée. C'était à la mi-juin 2017, 1 an environ, avant qu'il ne soit entendu par les gendarmes. Marie-Josée et Christophe Orsaz venaient de se séparer. L'infirmière lui avait fait bonne impression. Elle était bien habillée et avait le contact facile. Elle lui avait dit qu'elle voulait l'alerter pour protéger sa mère qui, à cette époque-là, employait donc Christophe Orsaz comme jardinier. Damien Delseny, ce médecin biologiste a d'abord pensé que Marie-Josée voulait se venger de Christophe Orsaz. Oui, même si elle n'avait pas l'air spécialement étrange ou bizarre au premier abord, il a imaginé assez vite qu'elle souhaitait surtout nuire au jardinier. Elle lui a dit que c'était un pervers narcissique et qu'il lui devait de l'argent. Une somme relativement importante puisqu'elle parle d'une dette entre 10 000 et 15 000 euros. Elle lui montre aussi des documents. Oui, des dossiers et des photos compromettantes sur l'ordinateur présumé de Christophe qui est donc détenu par Marie-Josée. Des photos volontairement scabreuses de cet homme décrit comme bisexuel. Elle évoque aussi ses goûts pornographiques. Alors souvent ce sont des montages un petit peu sur ordinateur, mais ces documents ils vont quand même finir par convaincre ce docteur qui se dit qu'elle ne peut pas avoir inventé tout ça, cette infirmière, et fait autant d'efforts simplement pour nuire à son ex. Donc il va prendre ça un peu comme argent comptant, il va conseiller à sa mère de congédier son jardinier Christophe, ce qu'elle fait d'ailleurs dans la foulée. Le témoignage de ce médecin aurait pu s'arrêter à cet événement. Oui, mais il va raconter un autre élément intéressant. Il dit qu'après la disparition de Christophe et de Célia, quand on a commencé à en parler dans la région de cette affaire, Marie-Josée, l'infirmière, l'a contacté à nouveau
pour dîner avec lui. Il a refusé, mais elle a beaucoup insisté. Et pour lui, ça semblait évident qu'elle voulait le voir, qu'elle voulait le rencontrer pour lui parler de la disparition de Christophe et de sa fille et tenter quelque part de le convaincre, avant qu'il ne soit entendu par les gendarmes, qu'elle n'y était pour rien. Ce médecin biologiste n'est pas le seul à avoir eu entre les mains les soi-disant photos pornographiques de Christophe. D'autres de ses employeurs les ont vues. Et cette stratégie de dénigrement a fini par porter ses fruits. Petit à petit, le jardinier a perdu tous ses contrats. En 2017, il porte plainte contre Marie-Josée, mais comme nous l'avons déjà dit, cette plainte, ainsi que les 2 suivantes, sont classées sans suite. Fin novembre, au moment de sa disparition, et alors que jusqu'à maintenant tout le monde louait ses qualités, Christophe n'a presque plus de travail. Marie-Josée, elle, a trouvé un autre amant, Jean-Paul. Les enquêteurs pensent que c'est lui, à la demande de sa nouvelle compagne, qui a organisé le faux rendez-vous professionnel avec Christophe. Les gendarmes ont retracé l'itinéraire du père et de sa fille le jeudi 30 novembre grâce au bornage de leur téléphone portable. Sur leur parcours, il y a une troublante interruption du signal pendant 3 quarts d'heure, du côté du village de Bélesta, là où vit Jean-Paul. Surtout, ils sont convaincus que Jean-Paul est le maillon faible de ce duo et que c'est lui qui fera des confessions en premier. Le lundi 11 juin au soir, la nuit tombe. Les auditions de Marie-Josée et Jean-Paul se poursuivent. Tous les deux nient être impliqués dans la disparition de Christophe et Célia. Marie-Josée a même un alibi fourni par son ancien mari. Mais les enquêteurs ne la croient pas. Et ils comptent sur Jean-Paul pour la faire tomber. Le mécanicien est mal à l'aise, plus fuyant, il commence à faiblir. Vers 4 h du matin, face aux gendarmes, Jean-Paul craque. Il reconnaît tout. Oui, il a participé à l'assassinat du père et de sa fille. Dans sa cellule, Marie-Josée continue de nier. Jusqu'à ce que les gendarmes abattent leur carte maîtresse, des relevés de téléphone prépayés que seul le couple a pu utiliser. L'infirmière reconnaît à son tour. Le téléphone prépayé était destiné à faire croire à la victime qu'il était appelé par un client. C'était donc bien un traquenard. Le jeudi 30 novembre, Christophe Orsaz croit se rendre à un rendez-vous pour conclure un contrat d'entretien forestier. Arrivé sur place, il sort de la voiture. Sa fille, Célia, reste dans le kangou. Alors que le père s'éloigne du véhicule, il est violemment agressé à coups de barre de fer par Jean-Paul, qui surgit d'une ferme en ruine dans laquelle il s'était caché. Il est également armé d'un fusil et d'une sangle. Damien, Jean-Paul raconte qu'en le voyant, Christophe a tenté de fuir et de rejoindre sa voiture. Mais il n'a pas réussi. Jean-Paul le rattrape et l'achève. Le suspect dit qu'il a ensuite été rejoindre Marie-Josée, qu'ils ont jeté le corps de Christophe, dont le tronc et les bras avaient été attachés à l'aide de la sangle. Ils ont jeté ce corps dans la fosse septique de la ferme abandonnée. Détail sordide et qui montre la préméditation de ces faits, c'est que le couple de suspects avait vérifié si la dalle de la fosse septique en question permettait de laisser passer un corps, et cette vérification, il l'avait faite 1 an plus tôt. Pendant ce temps-là, dans la voiture, Célia attend. Oui, Jean-Paul et Marie-Josée ignorent sa présence au départ, mais elle, lorsqu'elle entend que son père est poursuivi et mis à mort, elle se met à hurler depuis la voiture. Jean-Paul va alors se diriger vers le kangou, il va briser la vitre, saisir la jeune fille, la ligoter, la bâillonner, puis il va rouler avec elle dans la voiture pendant une 20aine de minutes sur la route en pleine forêt. Il raconte qu'ensuite, il l'a fait marcher. Oui, c'est vraiment macabre, hein, dans les bois, les yeux bandés, elle marche devant lui et il va l'exécuter d'une balle en pleine tête. Toujours selon les aveux du suspect, ils vont ensuite se débarrasser de l'arme en la découpant avant de la jeter dans une rivière. C'est vraiment une équipée sanglante tout à fait hallucinante. Après les aveux, un convoi de voitures de gendarmerie prend la route. À l'intérieur de l'une d'elles, Jean-Paul indique le chemin. Les véhicules s'arrêtent à la limite de l'Aude et de l'Ariège, devant une vieille ferme abandonnée. Jean-Paul et les gendarmes descendent. Dans un puisard, un puits destiné à évacuer les eaux usées, les gendarmes trouvent le corps de Christophe. Celui de Célia est découvert sommairement enterré dans la forêt du massif de Picocel, non loin de là où le véhicule de son père avait été retrouvé incendié.
Marie-Josée et Jean-Paul sont présentés à 2 juges de Toulouse, le mercredi 13 juin. 7 mois après la disparition du père et de sa fille, ils sont mis en examen pour l'assassinat de Christophe Orsaz et pour le meurtre commis en concomitance avec un autre crime de Célia. Ils sont écroués. Damien, la question qu'on se pose désormais, c'est de savoir pourquoi toute cette violence. Cette violence, elle repose sur l'énorme force manipulatrice de Marie-Josée. Elle a convaincu son amant, Jean-Paul, qui était manifestement très épris d'elle, que Christophe Orsaz était un monstre. Elle lui avait montré de fausses lettres de menaces qu'elle avait elle-même écrites et que soi-disant ce dernier lui avait envoyées. Elle a fait croire qu'elle était harcelée par Christophe Orsaz, quand en fait, d'après un de ses anciens compagnons, c'était plutôt elle qui ne supportait pas qu'on la quitte et qui harcelait tous ses ex-compagnons. L'enquête révèle également que Christophe avait peur de Marie-Josée. Oui, Christophe avait même une peur panique de cette femme. Et d'autres ex-compagnons qui vont être retrouvés au cours de l'enquête par les gendarmes disent avoir été eux aussi victimes de menaces de la part de Marie-Josée. On imagine que cette affaire, une fois qu'elle est élucidée, va être jugée relativement rapidement. Mais en 2022, c'est-à-dire 5 ans après les faits, l'affaire n'est toujours pas réglée. Entre-temps, il y a eu certes le gel de beaucoup de dossiers en raison de la pandémie de Covid, mais pour les proches de Christophe Orsaz, ça devient insupportable cette attente. Ils vont même lancer un appel. 5 ans après, toujours pas de procès. Ils disent que ils ont dû déjà attendre 6 mois pour récupérer le corps de Célia et 10 mois, c'est-à-dire près d'1 an, pour pouvoir récupérer celui de Christophe et l'enterrer décemment. Ils trouvent légitimement que tous ces délais sont trop longs et que d'autres affaires judiciaires qui datent de la même année, de 2017, par exemple l'affaire Daval ou celle de la petite Maëlys, elles ont déjà été jugées et leurs auteurs condamnés. Est-ce que c'est un délai particulièrement long ? Oui, c'est un délai très long, d'autant que l'affaire a été résolue en quelques mois et qu'en tout cas en 2018, les 2 auteurs principaux sont identifiés avec certitude, ils ont passé des aveux, les corps ont été retrouvés, donc on ne peut pas expliquer, on ne peut pas vraiment justifier ce retard, simplement on peut juste imaginer qu'une telle procédure criminelle dans un petit tribunal et dans une région comme l'Ariège qui n'est pas très habituée à des grandes affaires judiciaires a sans doute été un dossier un peu trop important pour cette juridiction. Mais enfin, ça, c'est difficile à justifier et à expliquer aux proches. Le procès va finalement être programmé et Marie-Josée et Jean-Paul vont comparaître à partir du vendredi 17 novembre 2023 devant la cour d'assises. On est 6 ans après les faits. Le mardi 21 novembre, Patrick, un coiffeur retraité de 75 ans, est invité à venir témoigner à la barre. Il a vécu 4 ans avec Marie-Josée. Et il a eu beaucoup de mal à mettre un terme à cette relation. « On ne quitte pas Marie-Josée, dit-il. On est dans sa nasse, dans une toile d'araignée où elle joue avec vous. Et quand on la quitte, c'est le conflit redouté. » Le vendredi 24 novembre, Jean-Paul et Marie-Josée sont condamnés par la cour d'assises de Foix à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans pour l'ancienne infirmière. Ils ne font pas appel de ce verdict. Les frères et sœurs de Christophe, qui ont longtemps attendu le procès, ont regretté qu'un des 2 accusés n'ait pas eu de peine de sûreté. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Clara Grouzis et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité, et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner.